Une époque où l'on apprenait la vie dans la rue, les genoux écorchés comme seule décoration. Bienvenue dans un monde où jouer, c'était risquer un bleu, un cri ou une bonne engueulade, mais toujours avec le sourire. Ces souvenirs d'enfance, gravés dans nos mémoires, évoquent une France différente, où la liberté s'accompagnait souvent de risques que l'on acceptait comme partie intégrante du jeu. Des années 60 aux années 80, les cours de récréation, les rues de nos quartiers et les terrains vagues étaient nos royaumes, nos territoires d'exploration sans surveillance constante. Souvenez-vous des patins à roulettes, ces modèles métalliques qui s'attachaient directement sur les chaussures avec une clé qu'il ne fallait surtout pas perdre. Les roulements à billes grinçaient, couinaient sur les trottoirs bosselés de nos villes et villages. Le bruit caractéristique annonçait l'arrivée des enfants bien avant qu'on ne les voie. Ces patins, souvent hérités d'un grand frère ou d'une grande sœur, n'offraient aucun système de freinage sophistiqué. Pour s'arrêter, il fallait soit se jeter dans l'herbe, soit s'agripper à un lampadaire, voire même utiliser un mur comme frein d'urgence. Et quand l'idée folle nous prenait de nous accrocher à l'arrière d'un vélo ou plus téméraire encore à une mobilette, c'était la sensation de vitesse assurée, tout comme la chute presque inévitable qui s'ensuivait. Les égratignures aux genoux et aux coudes étaient les médailles du jour exhibées avec fierté. Ces mêmes rues voyaient passer nos trottinettes artisanales bien loin des modèles sophistiqués d'aujourd'hui. On les fabriquait souvent soi-même, récupérant une planche de bois usée et des roulements à billes provenant de vieux patins ou dérobés dans l'atelier paternel. Une caisse à savon clouée à l'avant servait de guidon rudimentaire. Le bruit infernal qu'elle produisait sur l'asphalte alertait tout le voisinage, mais quelle fierté de descendre la rue principale sur cet engin fabriqué de nos propres mains. La vitesse était inversement proportionnelle à la maîtrise que l'on en avait, et les virages relevaient souvent plus de l'espoir que de la technique. Mais c'était cela aussi, apprendre à ses dépens, dans la joie et parfois dans les larmes rapidement essuyées. Et que dire du vélo, ce fidèle compagnon de nos après-midi d'été ? Pas de casque, pas de genouillère, pas de coudière. Le code de la route était une vague notion abstraite que les adultes évoquaient là parfois. Les descentes se faisaient à tombeau ouvert, souvent debout sur les pédales pour plus de sensations. Les freins, un concept relatif surtout quand la chaîne sautait ou que les patins étaient usés jusqu'à la corde. On roulait souvent à deux sur le même vélo, l'un pédalant, l'autre assis sur le cadre ou sur le porte-bagages arrière, s'agrippant comme il pouvait. Les courses improvisées dans les ruelles étroites se transformaient en aventures épiques, ponctuées de dérapages contrôlés ou non sur le gravier. Le vélo sans les mains était le summum de l'art cycliste, une prouesse qui impressionnait la galerie, mais se soldait régulièrement par des chutes spectaculaires et des genoux en sang. Les échasses fabriquées avec des boîtes de conserve restent un emblème de cette ingéniosité enfantine de l'époque. 2 boîtes solides, 2 trous percés de chaque côté, 2 bouts de ficelle pour tenir ces extensions métalliques sous nos pieds, et nous voilà grandis de 15 cm, titubant fièrement dans la cour de l'école ou sur le trottoir. L'équilibre était précaire, le bruit métallique résonnait à chaque pas et la chute était une certitude plus qu'une possibilité, mais quelle satisfaction de réussir à parcourir quelques mètres sans tomber sous les regards admiratifs ou moqueurs des camarades. Ces petites victoires construisaient nos réputations dans la cour d'école, plus sûrement que n'importe quelle note en dictée. La corde à sauter rythmait les récréations, surtout pour les filles, bien que les garçons s'y essayaient aussi, souvent en cachette pour préserver leur image. Dans les cours d'école étroites et bétonnées, les longues cordes maniées par 2 enfants aux extrémités devenaient de véritables fouets cinglants pour celui qui ratait son entrée. Les comptines scandaient les sauts « À la salade, je suis malade, au céleri, je suis guéri ». Mais gare à celui qui trébuchait. La corde frappait les jambes, parfois le visage, déclenchant pleurs ou rires selon l'humeur et la résistance de chacun. Les institutrices laissèrent faire, considérant ces petits accidents comme des leçons de vie plutôt que comme des incidents à rapporter aux parents. Certains jeux frôlaient là parfois des limites que l'on n'imaginerait même plus franchir aujourd'hui. Le tristement célèbre jeu du foulard, pratiqué en cachette dans les recoins des cours de récréation ou derrière les buissons des jardins publics, consistait en une strangulation contrôlée pour provoquer une sensation d'étourdissement. Ce jeu extrêmement dangereux a malheureusement causé des accidents tragiques, mais il circulait comme un rite de passage secret entre certains enfants, transmis de génération en génération comme une expérience interdite. Les adultes n'en savaient rien ou fermaient les yeux, incapables d'imaginer que leurs enfants puissent se livrer à de telles pratiques par simple curiosité ou défi. L'automne apportait son lot de munitions naturelles avec les marrons, les pommes tombées des arbres, ou les glands qui devenaient instantanément des projectiles redoutables. Les batailles s'organisaient spontanément dans les parcs ou sur le chemin de l'école.
Les règles étaient au flou, mais le but restait simple, toucher l'adversaire sans se faire toucher. Ces projectiles, lancés à pleine force, laissèrent des marques rouges sur les jambes ou provoquaient des bleus impressionnants quand ils atteignaient leur cible. Les cartables servaient parfois de bouclier de fortune, revenant à la maison cabossés et tachés, témoins silencieux de ces affrontements épiques qui ne suscitaient que rarement l'intervention des adultes. Le chamboule-tout version rue ne ressemblait guère à celui des fêtes foraines bien encadrées. On récupérait de vraies boîtes de conserve, parfois au bord encore coupant, qu'on empilait en pyramide instable. Pour les faire tomber, pas de balles en mousse, mais des cailloux bien durs ou des balles fabriquées avec du papier journal compressé et du scotch. La force des lancers s'accompagnait souvent de ricochets dangereux et il n'était pas rare qu'une boîte métallique rebondisse vers le visage d'un participant. Mais quel plaisir de voir s'écrouler cette pyramide dans un fracas métallique qui résonnait dans tout le quartier. Le jeu du saute-mouton prenait des allures de cascade périlleuse dans les cours d'école des années 60 et 70. Sans tapis ni surveillance particulière, les enfants se penchaient en avant, dos courbé, pendant que d'autres prenaient leur élan pour sauter par-dessus. Les plus téméraires ajoutaient des figures en plein vol, risquant de déséquilibrer celui qui servait de mouton. Les chutes étaient nombreuses, souvent brutales sur le bitume ou le gravier. Certains finissaient écrasés sous le poids d'un camarade mal réceptionné, avec parfois des conséquences plus graves qu'un simple bleu en torse, fractures ou dents cassées. Pourtant, on reprenait le jeu dès le lendemain, comme si rien ne s'était passé, avec peut-être un participant en moins, plâtré pour quelques semaines. Les récréations étaient aussi le théâtre de bagarres organisées, de ces affrontements qu'on appelait pudiquement « pour rire », mais qui se terminaient souvent par des larmes ou du sang. Un cercle se formait autour des deux protagonistes désignés ou volontaires et les coups partaient sous les encouragements de la galerie. Ces combats improvisés suivaient un code d'honneur tacite, pas de coups bas, pas d'attaques aux yeux, arrêt quand l'un des deux abandonnait. Mais dans la chaleur de l'action, les nez saignaient, les lèvres s'ouvraient, les chemises se déchiraient. Les surveillants intervenaient parfois, mais ces bagarres étaient considérées comme un exutoire naturel presque nécessaire à l'équilibre de la communauté enfantine. On se réconciliait généralement aussi vite qu'on s'était affronté, partageant un goûter ou une partie de billes quelques minutes après avoir échangé des coups. La fascination pour le feu était universelle et se manifestait de multiples façons. Les pétards facilement accessibles aux enfants, notamment autour du 14 juillet ou pour le Nouvel An chinois, devenaient entre nos mains des instruments d'expérimentation risqués. On les glissait dans les fourmilières pour observer le chaos qui s'ensuivait, créant de véritables éruptions de terre et d'insectes affolés. Plus audacieux encore, certains les jetaient dans les égouts, provoquant des détonations amplifiées qui résonnaient sous les rues, faisant sursauter les passants. Les boîtes de conserve transformées en canons improvisés pouvaient être propulsées à plusieurs mètres de hauteur lorsqu'un pétard explosait à l'intérieur. Cette sensation de puissance grisait les enfants que nous étions, inconscients des dangers réels d'incendie ou de blessures aux mains et au visage que ces jeux impliquaient. Notre ingéniosité s'exprimait aussi dans des créations plus discrètes, mais tout aussi dangereuses. Avec des punaises récupérées dans la salle de classe, des clous rouillés trouvés sur un chantier ou du fil de fer dérobé dans un garage, nous fabriquions tout un arsenal d'objets pointus et coupants. Des arcs miniatures tendus avec des élastiques pouvaient projeter ces pointes métalliques à plusieurs mètres. Des pièges dissimulés dans l'herbe attendaient les pieds imprudents. Des gadgets sophistiqués passèrent de main en main pendant les cours, sous les pupitres en bois gravés par des générations d'écoliers. Ces bricolages, véritables prouesses d'ingénierie enfantine, n'inquiétèrent personne tant qu'ils restaient discrets et ne causaient pas de blessures trop visibles. Les cabanes perchées représentaient l'accomplissement suprême de nos talents de constructeurs autodidactes, sans notion de sécurité ni matériel adapté, armés seulement de clous tordus, de marteaux trop lourds et de planches récupérées sur des chantiers ou dans des poubelles. Nous édifions nos refuges secrets à plusieurs mètres du sol. Ces constructions précaires, fixées à des arbres parfois trop frêles pour supporter le poids de plusieurs enfants, menaçaient de s'effondrer à tout moment. Les échelles de cordes improvisées avec des bouts de ficelle effilochés ou les planches clouées directement sur le tronc en guise de marche constituaient des voies d'accès aussi excitantes que périlleuses. C'était notre manière de marquer notre territoire loin du regard des adultes, dans un espace qui n'appartenait qu'à nous et à nos rêves d'aventure. Les allumettes, objets symbolisant l'autorité et l'âge adulte, exerçaient une fascination irrésistible. Subtilisées dans la cuisine ou achetées au tabac du coin par un aîné complice, elles devenaient entre nos mains des outils d'exploration et de transgression. Nous les frottions contre des pierres pour créer des étincelles, observant avec une curiosité mêlée d'appréhension la naissance d'une flamme que nous n'étions pas toujours capables de maîtriser.
Les jouets eux-mêmes, avant l'ère des normes de sécurité draconiennes, représentaient souvent des sources de danger que les parents d'aujourd'hui jugeraient inacceptables. Les pistolets à amorce, répliques presque parfaites des armes réelles, produisaient non seulement un bruit assourdissant mais aussi de véritables flammes qui jaillissaient du canon. La poudre brûlait dans un éclair aveuglant, laissant une odeur âcre caractéristique qui imprégnait nos vêtements et trahissait nos jeux guerriers auprès des parents à notre retour. Les doigts noircis par les résidus de poudre, nous rechargions inlassablement ces armes de pacotille, insouciants des risques de brûlure ou d'explosion si l'amorce était défectueuse. Les batailles s'organisèrent dans les terrains vagues, transformés pour l'occasion en champs de bataille où résonnaient les détonations de nos pistolets, rythmant des après-midi entiers d'affrontements imaginaires mais bruyants. Les fléchettes métalliques avec leurs pointes acérées ornaient les murs de nombreuses chambres d'enfants. Bien loin des modèles sécurisés d'aujourd'hui avec leurs bouts en plastique, ces projectiles pouvaient véritablement se planter dans n'importe quelle surface, y compris la chair tendre d'un joueur maladroit. Le jeu consistait à viser une cible en liège accrochée au mur, mais combien de lancers ont manqué leur but pour atterrir dans un pied, frôler un œil ou se planter dans un meuble? Les parties se déroulaient souvent dans l'intimité des chambres, loin du regard des parents qui auraient probablement confisqué ces armes miniatures s'ils avaient réalisé leur potentiel de danger. Les accidents étaient fréquents, mais rarement rapportés aux adultes, de peur de voir le jeu interdit définitivement. On retirait soi-même la fléchette plantée dans sa chair, réprimant un cri de douleur, et la partie continuait comme si de rien n'était. Les cours de récréation bruissaient du cliquetis caractéristique des billes qui s'entrechoquaient sur le bitume. Ces sphères de verre multicolores, certaines plus grosses et plus précieuses que d'autres, constituaient une véritable monnaie d'échange entre écoliers. Mais elles se transformaient aussi en projectiles redoutables lorsqu'elles glissaient sous un pied, provoquant des chutes spectaculaires, ou lorsqu'elles étaient lancées délibérément pour atteindre un adversaire dans les jeux plus agressifs. Les disputes éclataient fréquemment autour de ces petits trésors, accusations de tricherie, contestation des règles, vol d'une collection. Les passions se déchaînaient pour ces objets minuscules mais précieux qui représentaient le statut social dans la micro-société de la cour d'école. Certains rentraient triomphants, les poches pleines des billes gagnées, tandis que d'autres pleurèrent la perte de leur collection entière sur un coup de malchance ou une règle mal comprise. Les ressorts géants et les jouets à propulsion à élastique symbolisaient cette ère où l'amusement primait sur la sécurité. Ces spirales métalliques colorées descendaient de seuls les escaliers, rebondissant joyeusement de marche en marche dans un bruit métallique reconnaissable entre mille. Mais gare à celui qui se trouvait dans leur trajectoire ou qui tentait de les arrêter en plein élan. Les doigts se pinçaient douloureusement entre les anneaux, provoquant des cris rapidement étouffés pour ne pas alerter les adultes. Quant aux jouets propulsés par des élastiques tendus à l'extrême, ils devenaient de véritables missiles incontrôlables après le lancement. Combien de figurines en plastique, d'avions miniatures ou de fusées artisanales ont terminé leur vol dans un œil ou contre une vitre, avec les conséquences que l'on imagine? La règle tacite était simple, si tu lances, tu assumes les conséquences, sans pleurnicher ni rapporter. Les jeux de société de l'époque, loin des précautions actuelles, regorgeaient de petites pièces facilement avalables par les plus jeunes. Aucun avertissement sur les boîtes, aucune recommandation d'âge précise, simplement le plaisir du jeu dans sa forme la plus pure. Les dés minuscules, les pions colorés, les jetons et autres figurines constituaient un véritable festival de danger potentiel pour les fratries où les petits côtoyaient les grands. Les parties se déroulèrent souvent par terre, dans le salon familial ou la chambre partagée, éparpillant ces petits éléments dans tous les recoins de la maison. Les parents retrouvaient ces pièces sous les meubles ou dans les recoins des tapis, parfois des semaines après la partie, témoins silencieux de ces moments de jeu insouciants où le risque d'ingestion ou d'inhalation n'effleurait l'esprit de personne. La vraie liberté, celle qui définissait peut-être le mieux ces décennies d'enfance sans surveillance constante, s'incarnait dans ces excursions solitaires ou en petits groupes que nous organisions loin du regard des adultes. Dès l'âge de 7 ou 8 ans, nous partions explorer les bois environnants, la rivière du village ou les terrains vagues en périphérie des villes. Équipés d'un couteau de poche offert pour un anniversaire, d'une fronde fabriquée avec un bout de bois fourchu et un élastique, ou parfois même d'une bouteille d'alcool subtilisée dans le placard familial et partagée en signe de bravoure, nous vivions de véritables aventures dignes des romans de Jules Verne ou d'Alexandre Dumas. Ces échappées belles, ces parenthèses de liberté absolue constituaient des rites de passage non officiels, mais essentiels dans la construction de notre identité. Nous revenions sales, épuisés, parfois légèrement blessés, mais riches d'expériences et de secrets partagés qui soudaient nos amitiés plus sûrement que n'importe quelle activité encadrée.
Les sauts depuis des hauteurs diverses représentaient un défi permanent que nous nous lancions entre camarades. Inspirés par les cascadeurs vus à la télévision, par Zorro ou les héros de western, nous nous élancions depuis des murs de plus en plus hauts, des branches d'arbres ou même des toits de garages ou d'abris de jardin. La technique importait peu, seule comptait l'audace de celui qui osait se jeter dans le vide d'une hauteur supérieure à celle du précédent. Les réceptions se faisaient sur la terre battue, sur l'herbe quand nous avions de la chance, ou pire encore sur le béton ou le gravier. Les entorses étaient fréquentes, les fractures pas si rares, mais ces blessures de guerre renforçaient paradoxalement notre statut dans le groupe. Plâtrés, nous devenions temporairement des héros, collectionnant les signatures et dessins sur notre bandage comme autant de médailles honorifiques témoignant de notre courage. Les jeux de rôle guerrier occupaient une place centrale dans nos activités extérieures. Sans équipement spécifique ni protection, armés de bâtons en guise d'épée, de frondes bricolées, de boucliers faits de couvercles de poubelles récupérés, nous reproduisions les batailles épiques vues dans les films ou imaginées à partir de nos lectures. Les camps s'organisaient, les stratégies se mettaient en place, les rôles se distribuaient selon une hiérarchie tacite qui tenait compte de l'âge, de la force ou du charisme de chacun. Ces affrontements, qui pouvaient durer des après-midi entiers, voyaient là parfois l'utilisation de projectiles réels, pommes de pin, cailloux de taille respectable, boules de terre durcies. Les impacts étaient douloureux, les bleus nombreux mais rares étaient ceux qui abandonnaient la partie avant son terme naturel par épuisement. Ces jeux, malgré leurs risques évidents, vus à travers le prisme contemporain, nous ont paradoxalement beaucoup appris. Ils ont forgé notre rapport au danger, notre évaluation du risque, notre capacité à nous relever après un échec ou une chute. Ils ont cultivé en nous le goût de l'aventure, cette saveur particulière de la découverte par soi-même, sans filtre ni protection excessive. La débrouillardise n'était pas un mot à la mode, mais une nécessité quotidienne, fabriquer son jouet quand on n'avait pas les moyens de l'acheter, réparer son vélo avec les moyens du bord, inventer des règles adaptées à l'espace dont on disposait. Cette ingéniosité développée au fil des jeux nous a accompagnés bien au-delà de l'enfance, devenant une ressource précieuse face aux obstacles de la vie adulte. La douleur elle-même faisait partie de l'apprentissage. Ces égratignures, ces bleus, ces petites blessures de guerre étaient les témoins tangibles de nos explorations et de nos limites repoussées. Ce qui ne tue pas rend plus fort, disait-on déjà, et ces expériences douloureuses mais rarement graves renforçaient effectivement notre résistance physique et émotionnelle. Pleurer était permis, mais pas trop longtemps. Se plaindre aux adultes était souvent perçu comme une forme de trahison envers le groupe. On apprenait ainsi stoïcisme et endurance, qualités qui se sont avérées utiles dans bien des circonstances ultérieures. C'était une époque où l'on grandissait dehors, loin des écrans qui n'existaient là pas encore, ou restait là confiné à quelques heures de télévision familiale par semaine. Une enfance vécue à l'air libre, rythmée par les saisons et les heures de clarté, structurée par les contraintes naturelles plus que par les règlements. Les genoux portaient les cicatrices de nos chutes, les mains gardaient les marques de nos fabrications artisanales, mais nos têtes surtout conservaient des souvenirs d'une richesse incomparable. La nostalgie n'est pas tant celle d'une époque prétendument plus simple que celle d'une liberté vécue intensément, avec ses risques assumés et ses plaisirs décuplés par cette part d'interdit ou de danger qui les accompagnait. Cette France d'avant, qu'elle fût rurale ou urbaine, offrait aux enfants des années 60 à 80 des terrains d'aventure que l'urbanisation galopante et les préoccupations sécuritaires ont progressivement fait disparaître. Les terrains vagues sont devenus des résidences, les bois ont été clôturés, les rivières parfois canalisées ou interdites d'accès. Mais dans nos mémoires subsistent ces espaces de liberté absolue, ces royaumes éphémères où nous étions les seuls maîtres, inventant nos règles, testant nos limites, vivant pleinement cette enfance qui, malgré ses risques ou peut-être grâce à eux, nous a construits. Les genoux guéris depuis longtemps, les cicatrices estompées, reste l'essentiel, la fierté d'avoir grandi à la dure mais dans la joie, d'avoir appris par l'expérience directe ce qu'aucun manuel scolaire n'aurait pu nous enseigner.